Comme annoncé mon invité ce matin, notre invité c'est Jérôme Bonso. Bonjour. Bonjour, Fabien. Vous êtes expert en questions électorales ou des questions électorales. Vous avez créé et vous-même, vous dirigez la Ligue nationale. Oui, les soucis d'énergie électrique deviennent récurrents. Je sais que nous allons bien cheminer pour terminer. Ligue nationale pour les élections transparentes et l'INELIT. L'INELIT. Voilà, les élections transparentes et démocratiques. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. C'est Ligue nationale pour les élections libres et transparentes. D'accord. Nous l'avons fait de manière brève, mais vous êtes beaucoup. Vous avez plusieurs casquettes. Nous vous avons côtoyé alors qu'on était encore très jeunes, vers 2000. On était encore à Raga, vous étiez déjà dans le domaine des élections. Sur terrain. On a vu l'INELIT être créée. Alors, si vous est demandé de vous présenter autrement, que diriez-vous? Je vois ici auteur de quelques publications comme le marketing et gestion des partis politiques, stratégie pour la conquête et l'exercice et la conservation du pouvoir issu des élections démocratiques. Un livre préfacé par le professeur Eli Kiambokolo, postfacé par Moïla Chimbe. Alors, en quelques mots, en quelques phrases, comment vous pouvez vous présenter? Un citoyen congolais. Hier, il était zaïrois, aujourd'hui congolais, et nous avons eu la chance de s'investir dans la promotion de la culture démocratique. C'est lors du discours du 24 avril 1990 par le feu président Maréchal Mobutu, où il y a eu maintenant l'émergence, la multiplication des organisations, la facilité de créer des organisations, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un déficit de culture démocratique au niveau de la population zaïroise hier, congolaise aujourd'hui, parce que élection, c'est choisir. Pour choisir, il faut avoir le marketing. Comment vendre le produit de quelqu'un? Et c'est là qui nous a poussé, en décembre 1991, créer une organisation qui s'appelle Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT. Et nous l'avons créée. Et la LINET a fait du chemin. La LINET s'est inspirée des expériences électorales sous d'autres cieux, en Afrique, en Europe, en Asie et aux États-Unis d'Amérique. Et la LINELIT a fait maintenant faire la promotion de cela pendant qu'au Zaïre et au Congo, on n'avait pas encore organisé des élections. Lors des différentes invitations à l'extérieur, dans de grandes universités. Comme observateur électoral en Afrique et dans le monde également. Oui, et dans la Fédération de Russie. C'est pour vous dire qu'on a eu ce souci-là de faire l'engrenage de la culture démocratique dans les chefs de la population congolaise en particulier et de la population africaine en général. Alors, citoyen congolais, élection sur votre créneau, vous avez été dans la course, mais éliminé à un certain niveau. Prétendant, je ne dis pas au trône, mais prétendant à la présidence du bureau de la CENI, ça vous a quand même frustré à un moment donné, compte tenu de votre parcours? Non, pas du tout. Ça ne m'a pas été. Je n'ai jamais été frustré quand j'ai appris cela parce que ma conscience était tranquille. Étant donné que la mission que je faisais, ce n'était pas prendre la présidence de la CENI, mais faire vivre la démocratie auprès de miens. Et c'est là que quand il y a eu cette coïncidence de l'annoncement des candidatures, tout est parti des confessions religieuses. Parce qu'au niveau de notre loi, il y a eu les confessions religieuses se présentent comme sous-composantes quand nous partons de la composition de la Commission électorale nationale indépendante, qui est composée de 13 membres, et dont 6 membres qui sont désignés par les forces politiques à l'Assemblée nationale, allusion faite à la majorité à l'Assemblée qui envoie 6 délégués à la Commission nationale indépendante, l'opposition politique à l'Assemblée nationale 4 délégués, la société civile 3 délégués issus respectivement confession religieuse, organisation de défense des droits des femmes et organisation d'éducation civique électorale. Et là, les confessions religieuses ont jugé bon et utile pour dire à leur niveau, confession religieuse, en sachant que la CENI n'est pas une institution religieuse, c'est une institution laïque, d'éducation civique,
citoyenne. Oui. Mais certaines confessions religieuses s'étaient rendues compte qu'ils n'ont pas les compétences en matière électorale et par conséquent, ils ont recouru aux compétences extérieures. Et c'est là où j'ai été sollicité pour déposer ma candidature qui a été déposée à ce niveau-là. Et la candidature est allée au niveau du côté confession religieuse, pas du côté de l'éducation civique et électorale, parce que les membres qui sortiraient de l'éducation civique et électorale, les membres qui sortiraient de l'organisation des femmes et autres, vont pas faire partie de la plénière de la CENI. C'est pourquoi j'ai déposé. Mais il y a eu, effectivement, un tri. Le 6 juin 2020, c'est un samedi, qu'il y a eu une rencontre présidée par le secrétariat technique des chefs de confession religieuse, parce que chaque confession religieuse, elles sont au nombre de 8, et chacune d'elles a envoyé un délégué au niveau du secrétariat technique. On connaît l'historique. Alors concrètement, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a donc confirmé comment on peut dire ça, confirmer la décision de la CENI qui a alors confirmé à son tour, validé, le terme est en train, va venir, la décision ou l'élection au niveau de confession religieuse, une étape dans la victoire de Malonda vers la présidence de cette institution citoyenne, ou bien vous avez l'espoir que les choses vont être, le processus va être relancé pour se remettre dans la course? Non, on essaie d'éviter l'amalgame dans les chefs de l'opinion congolaise. Le tribunal de grande instance de la Gombe n'est pas une institution habilitée à valider. Le tribunal de grande instance de la Gombe s'est prononcé sur les 2 procès-verbaux de désignation qui étaient présentés devant elle. C'est là où le tribunal de grande instance s'est prononcé. Parce que pour la désignation du candidat président de la CENI, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la désignation au niveau des confessions religieuses. Quand la première étape a eu lieu, on s'attendait à une fumée blanche. Mais il y a eu, on nous a laissé entendre, il y a 2 fumées, fumée noire et fumée blanche. Or, d'habitude, quand nous voyons ce qui se passe à Vatican, quand il y a fumée blanche, tout le monde dit Amen. Mais on a dit non, il y a eu fumée noire. Et chacun devait porter ses lunettes pour voir c'est quel type de fumée. Mais en définitive, on a dit qu'il y a eu 2 fumées. Fumée blanche et fumée noire. Quand il y a 2 fumées, fumée blanche et fumée noire, il y a la confusion. On recommence 3-0. Mais pourquoi pas? On remet les choses pour qu'on puisse avoir la fumée blanche. Parce que la fumée blanche a l'avantage de crédibiliser le processus électoral, a l'avantage de reconstruire la confiance et dans la CENI et dans l'animateur qui va être désigné comme président. Et nous avons connu 2006, désignation 2001, 2018, il y avait des contestations et par conséquent, il y avait vraiment un forcé déficit de confiance et le résultat, on connaît. C'est pour vous dire qu'avec ça, c'est la première étape, c'est la désignation qui est contestée. Deuxième étape, c'est l'entérinement de la candidature par l'Assemblée nationale. Le mot est arrivé, l'entérinement. L'OTGI Kinshasa-Gombe a donc confirmé l'entérinement des Malonda par l'Assemblée nationale. Oui, il y a 3 étapes. Il y a la désignation consensuelle par vote de candidats par les confessions religieuses. Là-bas, il y a eu des couacs. L'entérinement par l'Assemblée nationale a entériné. Et dernière étape, c'est l'investiture par ordonnance du chef de l'État. Et jusque-là, tout le monde a compris, a appris de l'investiture, justement. L'investiture pose problème. Et comme l'investiture pose problème, la désignation pose problème, il n'y a que l'entérinement. Est-ce qu'on peut faire un forcing pour aller de l'avant? Nous disons, dans le souci de l'intégrité du processus électoral, on doit s'arrêter, se regarder en face pour dire comment rectifier les tirs. Ça signifie relancer le processus de désignation ou d'élection du président. Affirmatif? Oui, alors là, je crois peut-être la donne pourrait changer. Kapalaï Elébé n'est plus représentant de la confession religieuse kimbanguiste au niveau de la CIME. Et Marcel Outembi, les frontières sont rouvertes. Même au niveau national, Marcel Outembi peut atteindre Kinshasa pour quitter son diocèse, son archidiocèse de Kisangani. Alors, est-ce que la donne sera la même?
La donne ne sera pas la même. Parce que ça ne sera plus en bongo, ce sera... Non, c'est parce que quand vous voyez la charte constitutive des chefs de confession religieuse, le président de la CENCO, qui est Monseigneur Marcel Outembi, le vice-président, c'est le docteur de l'Église du Christ au Congo, Bukondowa, ainsi de suite. Le président, notre cardinal, avait fait office de l'absence de Outembi. Non, normalement, c'est Bukondowa qui devait diriger ça. Ça, c'est leur cuisine interne, ça ne nous intéresse pas. Mais du moins, ce que nous avons constaté, lors de la première phase de désignation de candidats, en date du 9 juin 2020, par nos chefs spirituels, il y a eu vraiment un certain dérapage. Un certain dérapage que certains, les uns et les autres, ont regretté parce que dans la shortlist, il y avait 6 candidats sur le 24. De 6 candidats, il restait 6 candidats. Mais curieusement... Vous, Bonso, Lumu et Kadima ont été d'office éliminés pour appartenance tribale. C'est ce qu'on nous a laissé entendre. Par ceux qui étaient dans la salle, parce que nous n'étions pas dans la salle, l'information qu'ils nous ont donnée par nos chefs spirituels, qui étaient le nombre de 8, certains de ces 8 ont dit, vous avez été éliminés par ceci. Et ce que nous avons déploré, et que ça ne pouvait pas, c'est ce que nous qualifions comme dérapage par nos chefs spirituels, mais on n'a pas assez... Alors vous avez positivé. Oui, nous avons positivé. Nous allons prier. Moi, j'ai toujours prié et je continue à prier pour les chefs spirituels parce qu'eux-mêmes ont reconnu leur tort. Ils se sont confessés, ils ont dit, ils se sont repentis, ils ne vont pas revenir. Nous pensons que quand ils vont maintenant mettre la machine sur nous, ils seront dans nos prières, ils seront assistés par le Saint-Esprit. Vous avez suivi le magazine dans lequel on avait reçu Sonny Kafuta ici, personnellement, ou bien on vous a rapporté? Nous avons eu les informations parce que parmi le père spirituel, les 8, il y a certains qui sont aussi en contact avec nous permanents, qui nous ont encouragés de déposer la candidature, qui nous ont montré comment le débat s'était déroulé. Et tout le monde a déploré, tout le monde a condamné ça. Mais nous pensons que nous n'allons plus revenir, étant donné que c'est une page déjà tournée. Alors, vous avez été à la Cité de l'Union africaine lors du premier dialogue avant celui du centre interdiocésain. Personnellement, vous avez joué un rôle important pendant ce dialogue avec votre expertise électorale. Vous avez beaucoup aidé Nanga et tous les experts en cette matière lors de ce dialogue que j'ai couvert personnellement pour le compte de mon média. Pourquoi vous avez sombré dans l'anonymat après cette étape? Non, je n'ai pas sombré dans l'anonymat. Je faisais toujours le travail. Le travail de la Linélite a été la plateforme, une plateforme des organisations qui travaillent sur la thématique élection. Nous travaillons d'arrache-pied. Ce n'est pas à la Cité de l'Union africaine. J'ai contribué aussi à Sun City. Pour arriver à la première commission électorale indépendante, c'est Jérôme Bonso qui avait aussi établi une fiche technique qu'on a fait travailler avec l'ancien secrétaire général de la CENCO, M. Abbé François Louyeye, et le feu cardinal Etiaou, peu à son âme, et nous avons travaillé, nous avons influé la politique anglaise. Et de ce travail-là, où on est tout le temps consulté par de grandes personnalités qui viennent, je ne peux pas les citer, ils sont nombreux, en passant par certains chefs d'État et les secrétaires d'État américains et d'autres. On nous consulte et donne la vie technique. Mais c'est ce qui n'est pas le cas pour le politique congolais. Acteur politique congolais. Il n'est pas architecte, il veut construire. C'est lui-même qui vient avec des idées sans demander un avis technique d'un architecte. C'est comme en matière des élections. Aujourd'hui, les élections, c'est une science. Les élections, c'est une science. Et comme tel, qui est habilité à parler des élections? Qui est habilité à parler des concepts, par exemple, réforme électorale? Ce n'est pas tout le monde. C'est comme le sida. Le sida, tout le monde, et c'est une question transversale. Le musicien peut chanter sida, le confesseur religieux peut parler de sida, mais pour faire le diagnostic de sida, on doit se référer à INRB, Institut national de recherche biométrique. Mais pour question de réforme, il faut se référer à des techniciens, des spécialistes. Il ne suffit pas d'organiser des ateliers sur les réformes électorales, c'est pour dire on s'autoproclame, etc. Non. Parce que c'est un cursus, il faut avoir, cher ami Fabien, il faut avoir une formation post-universitaire, c'est-à-dire il faut avoir fait un master en gestion du cycle électoral. Quand vous le faites, ça se définit comme la maîtrise des pratiques et des techniques
des théories et des techniques, et c'est aussi sur base de l'expertise et de l'expérience. À ce moment-là, vous pouvez conduire. Mais aujourd'hui, pourquoi les Congolais ont peur de réformes électorales? Parce que ceux qui conçoivent ces concepts, ils ne donnent pas un contenu qui puisse apaiser. Dans toutes les réformes, je vais atterrir par là, dans toutes les réformes, surtout en matière électorale, quand vous ne rassurez pas les victimes potentielles de ces réformes, on va rejeter. C'est pourquoi les collègues qui font des sessions, des ateliers sur les réformes, sans contenu réel, et ça fait que les réformes ne passent pas. On dit non, ça ne passe pas, on bloque, parce que ça va faire des victimes. Ah, voilà, pour clôturer un peu, fermer cette parenthèse, il n'y a pas que les chefs religieux qui se battent, ne s'entendent pas justement sur celui qui doit diriger la CENI. Au niveau des femmes aussi, il y a la bagarre, il y a une femme est en train d'imposer un autre choix, elles ne s'entendent pas aussi. Est-ce que vous êtes informés? Pas seulement chez les femmes, ça a commencé chez les confessions religieuses, chez les organisations d'éducation civique. Quand vous avez parlé des tribunaux de grande instance, c'est un de nos collègues qui est parti, qui était avec nous à la société civile, qui est parti maintenant aux politiques, qui a traduit en justice les 6 confessions religieuses de la CIME. Ils ont traduit confusion. Et au niveau des femmes, la même chose. Pourquoi nous disons, comment remédier à cela? Il ne suffit pas. Les CENI et l'émanation de l'Assemblée nationale. Par émanation de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale devait avoir un droit de regard quand il y a eu procédure de désignation. C'est ce qu'on fait dans la matière de sport. Quand Vita Imana, Mazembe et autres pour l'Assemblée générale élective, il y a le représentant de l'hôtel de ville, chef de division de sport, qui exige le procès. À ce moment-là, on allait éviter. Aller à l'Assemblée nationale, il y a plus de 6 procès-verbaux de désignation. Les femmes, 3 procès de désignation différentes. Les confessions religieuses, procès différentes. Chez l'éducation civique, procès. Mais c'est la cacophonie. C'est la cacophonie. Comment revenir à faire cela? C'est tout un problème. C'est pour nous disons, nous devons faire les choses autrement. Faire les choses autrement. Qu'est-ce que dit la loi sur article 24.1.1? La loi dit la CENI, le bureau de la CENI est composé de 6 personnes, dont 2 femmes, l'une venant de la société de la majorité, l'autre de l'opposition, et le président de la CENI est issu de la société civile. Maintenant, on se pose la question, cher ami, de quelle société civile va être le président de la CENI? C'est ça le problème. Et c'est la société civile d'élevage, pêche et d'élevage, la société civile d'encadrement des femmes, de mineurs, ainsi de suite, d'éducation, du droit de l'homme pur. Non, il faut définir. C'est la société civile qui a les statuts légalisés par les notaires, par l'État. C'est dans le statut, on doit lire l'objet principal de cette société civile. Et c'est élection ou bien c'est pêche et élevage. Si c'est élection, ok. Ce sont ces statuts-là qui doivent être inclus dans ce qu'on appelle personnalité juridique. Parce que les amis confondent le récépissé qu'on donne comme F92, qui est un simple récépissé de fonctionnement, qui n'a pas un impact légal. Et enfin, c'est le statut et la personnalité juridique doivent aller au service de la présidence de la République, qu'on appelle journal officiel. On le publie. À ce moment, ça devient opposable. C'est comme on crée une entreprise. SPRL, société à responsabilité limitée, société SA, société anonyme. Il faut être identifié, être reconnu par l'État. À ce moment-là, vous allez faire. Il y a des collègues qui viennent candidats indépendants, mais vous n'êtes pas géré par l'article 24. Vous êtes géré par l'article 12 qui parle de personnalités indépendantes reconnues par. C'est là-bas, mais pas article 24 où on gère le président de la CENI qui est issu de la société civile. Il faut le prouver. Jérôme Bonso, est-ce qu'il faut absolument dialoguer ou organiser un dialogue comme le préconisent les 13, le 900 contre eux, autour des réformes électorales, réformer la loi organique de la CENI, la loi électorale, et puis revoir le mode des scrutins? Ça demande vraiment un dialogue. Est-ce qu'on a le temps? On se regarde dans les yeux, on répond à la question. Les élections en elles-mêmes conçuent les dialogues, mais dans le cadre précis. Parce qu'il y a un adage qui dit le processus électoral apaisé est fonction de l'environnement politique apaisé. Est-ce que nous sommes dans un environnement politique apaisé? Nous disons non. Et maintenant, que faire? On peut apaiser les uns et les autres à travers des textes. Parce qu'à ce moment-là, nous parlons de domaine de réforme. Il y a domaine de réforme légale qu'on appelle réforme de la législation électorale. Il y a domaine administratif, il y a domaine politique. Et à ce moment-là, au niveau des institutions, on peut voir, au regard des
les textes de loi qu'on dispose, comment introduire les réformes. Et ces réformes-là doivent avoir des innovations pour voir qu'on doit éviter ce qu'on a fait en 2006, en 2011, en 2018 pour introduire les réformes. Mais maintenant, nous trouvons devant des doubles approches. Les uns disent les réformes doivent précéder les désignations des animateurs. Les autres disent non, avant d'avoir des animateurs, il faut des réformes. Et maintenant, nous posons la question. Est-ce que ça demande un dialogue pour procéder de cette manière? Ça peut demander tout comme ça ne peut pas demander. Une seule option prioritaire. Ça peut ou ne pas demander le dialogue. Les réformes vont se retrouver au niveau des institutions. Et à ce niveau-là, on peut dégager le consensus. Par exemple, le cas de élection à 2 tours. Est-ce qu'il faut aller en dialogue ou bien il faut, au niveau du débat, qu'on lève l'option? Par exemple, le scrutin, l'immoralité de la loi électorale qui faisait qu'un seul candidat est élu au niveau de députation nationale, provinciale, sénatoriale et gouverneur. Est-ce qu'il faut un dialogue? Le dialogue n'est pas à écarter, mais le dialogue va intervenir à un moment donné lors du débat de réforme. Parce que quand on réforme, on introduit. Nous avons réformé combien de fois la loi électorale? 4 fois. Nous avons réformé combien de fois la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI du 28 juillet 2020? 3 fois. Et pourquoi on n'est pas arrivé au résultat escompté? C'est parce qu'il y a eu déficit de l'exécution des innovations, de la mise en œuvre de différentes innovations apportées dans des formes. Et qui était à la base? Ce sont les parties prenantes au processus électoral, la classe politique, la CENI et d'autres intervenants qui ont fait à ce qu'on ne puisse pas arriver à mettre en musique les différentes innovations introduites. Qu'est-ce qui rassure qu'aujourd'hui, si on va réformer, ça va donner un résultat escompté en 2023? Parce que nous avons encore 2 problèmes. Un problème important, c'est le recensement de la population. Est-ce que nous devons aller avec les... Plus de 7 millions de nouveaux majeurs enrôlés. Avec quels moyens est-ce que l'OTAN s'y prête? Nous pensons que l'OTAN s'y prête. Si on met du sérieux et on planifie, parce que l'organisation, toute chose, il faut planifier. Il faut que nous puissions aller aux élections avec nos pièces d'identité. Nous avons voté avec la carte d'électeur. C'est contre la loi. Parce qu'on identifie quelqu'un à partir de sa pièce d'identité et non carte d'électeur qu'on a dit faisant droit de pièce. C'est là que nous disons que nous, aujourd'hui, l'INELIT, nous prenons la gestion de la CENI. Nous allons introduire 3 atouts. Le premier atout, c'est organiser les élections avec les Congolais. Parce que les 3 cycles n'ont pas été associés. Deuxième atout, c'est reconstruire la confiance dans le processus électoral et dans les chefs de la CENI. Troisième atout, c'est donner la chance égale à tous les compétiteurs électoraux. Avec ça, nous avons la CENI en main et nous allons introduire des innovations et nous allons recourir à ce que nous appelons l'intégrité électorale. C'est quoi? C'est l'adhésion de la qualité d'élection adhérée aux normes et aux standards universels. Quand vous ne faites pas ça, il y a la fraude. D'où on doit faire beaucoup d'attention. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toujours dit aux amis, apaisez-vous, tout le monde peut passer expert électoral, ainsi de suite, avec les ateliers. Je donne un conseil. Quand on fait un atelier sur les réformes, il faut faire attention sur le contenu et sur les panélistes qui vont intervenir. Il faut un discours qui va déraper, ça va rendre les réformes qu'on va rejeter par, quand je le répète, par les victimes potentielles de ces réformes. Il faut recourir aux initiés en matière électorale. Ils sont là. Que ceux qui veulent s'improviser, ils peuvent s'abstenir pour dire dans chaque domaine, il y a des spécificités, il y a des techniciens. Avec ces techniciens, on peut aller de l'avant que de faire des combines inutiles. Jérôme Bonso, je vous remercie de votre disponibilité, de ces éléments de réponse à la réflexion. C'est la République qui nous intéresse et le processus électoral, c'est capital. Nous aurons le temps de vous écouter encore beaucoup plus sur les réformes. On sent qu'il y a de la matière. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis avec intérêt depuis le matin. Très bonne suite de programme sur votre chaîne. La réalisation, Jocelyn Toumba et la relève, Pomanda, Mike Toumba et Carly Mabiela. Vous avez été voilà formidable ce matin. Très bonne journée.